Rebonjour à tous, voilà toujours en direct, toujours en public ici. Voilà, on vous raconte pas les conditions de travail, mais comme c'est dur la Covid, on s'est dit qu'un petit verre de champagne pour accueillir de manière sympathique nos intervenants, c'était sympa. On va se dépêcher parce que si nos chroniqueurs boivent trop de champagne, je vous promets dans dans quelques minutes, eh bien des chroniques endiablées. Toujours est-il qu'on va dans quelques instants, dans quelques secondes maintenant. Vous savez qu'hier on avait une séquence trop longue, donc on a diffusé uniquement en replay la première journée, mais aujourd'hui, nos deux super-héros de l'analyse, je devrais dire deux si je parle en termes de médias et de podcasts, et trois si on parle en termes de ressources humaines, nos super-héros de l'analyse des tendances du CES, vont nous préparer leur deuxième analyse de tendance, et dans quelques secondes. Mais avant, on va se connecter avec un autre territoire d'excellence sur le digital en général, mais aussi la robotique, la smart industry. On part du côté du Grand Est. Bonjour Patrick Ryan, est-ce que vous êtes avec moi? Bonjour Philippe Loire-Montgazon, tout va bien? Je vous aperçois, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à vous. Bonjour Voilà, je rêve ou c'était du -1? Vous avez dit au panique, il est en train de... Voilà, bon, en tout cas ça marche bien. Et par contre, je crois qu'il y a deux. À mon avis, il faut enlever un des deux ordinateurs. Je me vois d'ailleurs sur un ordinateur et du coup, on a un double et vous entendez l'écho. Donc, il faut éteindre un des deux. Il faut faire votre choix. Vous voyez, le laptop qui est devant, il est allumé et je pense qu'il est allumé également sur notre. Et ça crée le petit écho qui. Donc, il faut soit l'éteindre, soit au moins couper le son. Voilà. Est-ce que Patrick Ryan est avec nous également? Il est peut-être sur un autre canal. On va peut-être le temps que l'on règle rencontrer. Bonjour Patrick. Comment ça va à Mulhouse? Allez, le son est coupé, on va se mettre on va enlever le mute peut-être, vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Patrick Ryan? Je t'entends très bien, salut Marc-Emel. Bon, Patrick Ryan, c'est un entrepreneur extraordinaire, hein. Ça fait combien? Ça fait trop longtemps qu'on se connaît, donc on va pas le préciser, mais c'est un entrepreneur qui, à Mulhouse, a créé un lieu formidable qui s'appelle le KM0. Le KM0 en quelques mots. Il faut absolument, Philippe, que tu coupes vraiment la double. Voilà, sinon on s'entendra constamment en écho. Patrick Ryan. Alors on va remettre le son. On va retenter de mettre le son. C'est le son de Philippe qu'il faut couper, mais celui de Patrick, il faut le mettre. C'est parti. Tu m'entends? Ouais, parfaitement. Fort et clair. Bon, écoute, Marc-Emel, déjà bravo pour cette organisation qui est quand même assez incroyable. Voilà. C'est incroyable, mais on a les contraintes du direct. On va retenter. C'est bon. Allez, là, on t'entend. On a le son et je pense que ça devrait passer. Allez, on prie les dieux du numérique. Bon, tu m'entends? Ouais, merci beaucoup. En fait, c'est un écosystème qui est dédié à la transformation digitale de l'industrie. C'est un écosystème qui est privé. Nous sommes localisés à Mulhouse. C'est dans le Grand Est. Et donc, nous accueillons aujourd'hui environ une cinquantaine de sociétés qui viennent de plus de 5 pays sur 11 500 mètres carrés. Steve Jobs, à l'époque, disait que la partie la plus importante de son entreprise, c'était la machine à café parce que les projets naissaient dans cette machine à café. C'est quand quelqu'un du marketing rencontrait quelqu'un de la R&D que des nouveaux produits émergeaient. Le KM0, c'est un endroit où nous avons des étudiants, des startups, des grosses entreprises, des entreprises innovantes. Et en fait, on est une énorme machine à café de 11 500 mètres carrés. Même Nespresso n'a pas imaginé un tel projet. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons sur principalement tout ce qui est le développement de la transformation digitale de l'industrie. Et pour ce faire, l'industrie a besoin souvent de ressources. Ces ressources, ça peut être des startups. Et souvent, les startups sont capables de faire ce que l'industrie elle-même n'est pas capable de faire parce qu'elle est concentrée sur son métier de base. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Et on a en fait deux grands points en ce moment sur lesquels nous travaillons. C'est tout ce qui est intelligence artificielle dans le domaine de l'industrie, comment créer de la big data et comment devenir prédictif sur des process, sur de la maintenance, sur de la production, et puis aussi comment générer des talents, c'est-à-dire comment en fait former des personnes à ces technologies de demain. Voilà.
Eh ben, un grand merci pour ce tour d'horizon, cette présentation d'un territoire qui a toujours été dynamique, mais qui, avec ce bâtiment totem, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vraiment se dote d'un outil de développement. Alors, en plus, au niveau d'une euro-région qui est formidable. Demain, on continuera. Je t'invite, Patrick, à être avec nous demain parce qu'on va beaucoup parler d'un nouvel axe qu'on va développer au village francophone. Ce sont les relations franco-allemandes. On restera dans ta région. Et évidemment, je sais que toi, tu développes au quotidien des relations avec la Suisse. Et donc, c'est un triptyque, Bâle, Mulhouse, et donc la Suisse, l'Allemagne et la région Grand Est. Et bien, on ira également de l'autre côté de la région, en Moselle-Est, et on ira voir du côté de Forbach et de Saarbrücken que les ponts existent et que c'est autant de leviers d'accélération pour nos startups et nos solutions innovantes. Ça, c'est pour demain. Alors, dans quelques instants, j'accueillerai Jérémy Bensoussan. Il va vous parler du droit des robots. Mais avant ça, c'est un moment qu'on va maintenant essayer d'avoir tout au long de l'année avec deux grandes entités, mais surtout trois hommes formidables. On est super fans. Vous avez vu que le fil, là, ça fait bizarre. J'ai l'impression d'être moi aussi robotisé, pardon. Mais on va retrouver trois chroniqueurs, sans doute les meilleurs chroniqueurs du CES pour l'Europe francophone. Il s'agit des Digital Men. Vous les connaissez, Mathieu de Boeuf-Rouchon et Lionel Tardy. Alors jusqu'à présent, ils opéraient à deux, enfin c'était du piano à quatre mains, si je puis dire. Et nous, on n'avait pas assez de mains. On s'est dit, mais tiens, il est grand temps qu'on applique la francophonie également au podcast. Et donc, il y a, et tous les Québécois le connaissent, c'est 80 000 auditeurs, toutes les semaines qui, au Québec, écoutent l'analyse hyper pertinente de Bruno Guglielminetti. C'est le fondateur de Mon Carnet. C'est un journaliste très charismatique, très connu au Québec. On leur a dit, les mecs, est-ce que ça vous intéresserait, pour qu'on décrypte les tendances du CES, de croiser votre regard? C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont fait hier une magnifique analyse, 20 minutes, c'est un peu long pour l'incruster, mais elle est formidable et vous pouvez la voir en replay sur toutes les tendances Tech for Cities du CES. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, c'est en direct et c'est en public. On va regarder les tendances du CES par nos trois experts. C'est tout de suite et c'est sur le village francophone. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième débrief sur le French Village Figital. Alors, grosse journée hier avec beaucoup de débordements horaires. Nous allons tenir ces 12 minutes, c'est promis, Marc Lionel. Alors, ravi de vous retrouver pour ces quelques minutes autour de la thématique du jour Tech for Business. Côté Europe, Mathieu de Boeuf-Rouchon et Lionel Tardy. Et côté Amérique, Bruno. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Bruno, bonjour à toutes, Bonjour bonjour Mathieu, à tous. bonjour. Oui, aujourd'hui, nous parlons de la tech pour le business. La tech pour le business, autrement dit, la tech au service de l'entreprise, la tech au service de la productivité, comme toujours, du chiffre d'affaires, mais aussi depuis 2019, amplifié par cette année Covid, la résilience et la sustainable business, la soutenabilité. Ça se traduit évidemment en termes d'industrie par un ensemble de sous-jacents à destination d'une efficience opérationnelle. On pourrait parler d'industrie X.0 et d'une maintenance prédictive. Alors c'est des capteurs low énergie, c'est du traitement avec de la puissance embarquée, c'est de la décision locale ou à distance avec des réseaux ultra rapides, mais aussi des collaborateurs, des Covid workers, des travailleurs nomades, évidemment une individualisation, peut-être même des agents économiques avec des laptops qui sont présentés avec des caméras HD, comme le Asus Expert B9 qui est léger et robuste, extrait de technologies plutôt militaires, voilà, venant de technologies militaires, mais aussi la réalité augmentée, des jumeaux numériques, et puis des offres produits. Alors là, autant être surpris parce que General Motors d'aujourd'hui nous a fait une super conférence avec son GMC Hummer 100% électrique. Alors je ne sais pas si évidemment on doit être naïf et croire à toutes ces tendances lourdes sur l'efficience des sous-jacents, mais surtout probablement que ces annonces sont teintées parfois d'opportunisme. Alors malgré les shows dont la présence au CES est souvent le point d'orgue, un concept produit doit s'inscrire dans un continuum, Mathieu. Alors c'est vrai, alors quand on parle de continuum, c'est qu'aujourd'hui l'intégration des technologies de rupture dans les sociétés est intéressante et surtout elle est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus à investir et pourtant on est tombé depuis ces 5 dernières années dans le solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'à chaque problème, on trouvait une solution, soit algorithmique, soit une solution servicielle. Et donc, on a eu une complexité des SI qui se sont faites au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on aspire à une simplification. Et cette simplification, elle s'opère aujourd'hui sur 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de capacités processeurs. On a pu le voir avec ILO, avec les différentes conférences d'NVIDIA, cette capacité à traiter de l'information, à traiter de l'image de plus en plus de haute définition.
et une intelligence artificielle rationalisée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir des investissements autour de l'intelligence artificielle comme étant un service, donc vraiment une IA as a services, et tout ça finalement englobé dans un environnement souvent edge où on va traiter de l'information consolidée, à la fois donc proche de l'objet, celui qui capte l'information, et puis de la data, donc qui va être stockée, mais moins importante en termes de stockage, ce qui va permettre de faciliter le traitement de la donnée, puis l'empreinte carbone qui est sous-jacente à cela. Alors tout ça, bien entendu, avec du digital twin, alors il y en avait un petit peu moins cette année quand même, il faut l'avouer, enfin, en tout cas dans ce qu'on a pu scraper, parce que toute la difficulté du CES digital, c'est qu'on ne se balade pas dans les allées, et donc on est moins fatigué, mais alors les yeux, je peux vous assurer que c'est plus compliqué. Mais tout ça nous amène finalement à dire que toutes les solutions qu'on a pu voir et qu'on a pu scraper sur le site aujourd'hui nous amènent quand même à ce constat, c'est que les technologies de rupture pénètrent de plus en plus rapidement les entreprises, les organisations pour les rendre plus efficientes, et que les points d'innovation jusqu'au point de maintenabilité des services, finalement, tout ça est vu dans un continuum digital. Et Mathieu, moi, je rajouterais à ce que tu dis que quand on voit, et Lionel d'ailleurs a fait un clin d'œil à la chose, quand on voit les solutions qui sont offertes cette année, c'est fascinant de voir comment il y a une orientation vers le télétravail en organisation. Évidemment, on a vécu des mois et des mois, mais là, ça se ressent. Je ne pensais pas le voir autant dans le contexte du CES et dans l'offre qui allait être faite. Et d'ailleurs, il y a des propositions qui sont faites. Je pense notamment au fabricant Targus, qui est connu pour des objets de bureautique ou d'équipements de bureau, et qui là nous arrive avec, pour régler une question de désinfection, avec une lampe, qu'elle soit utilisée en entreprise, mais elle est aussi de taille pour être utilisée à la maison, en télétravail, et donc de désinfecter, mais unité par unité, et non pas ces grands robots qu'on voit circuler partout. Ça, c'est intéressant, mais on voit que c'est teinté du télétravail. L'autre solution qui est proposée, cette fois par Lenovo, c'est la lunette ou le casque, si vous voulez, de lunettes, qui est baptisé Think Reality A3 et qui est un casque de réalité augmentée. Et ça, c'est fascinant parce que ça permet au télétravailleur qui est loin de son bureau d'avoir tout simplement en les portant, comme ça, je vous rassure, c'est pas vrai, ce sont les miennes, d'avoir accès à 3 écrans à partir d'un seul et même écran qui est généré virtuellement par un ordinateur qui communique à l'aide de ces lunettes. Mais c'est pour vous montrer comment on tente de trouver des solutions pour permettre aux télétravailleurs qui sont reliés entre eux dans des grandes industries à quand même garder la performance au centre de leur travail. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est vrai que le CES, c'est pas facile pour ça de détecter, de lire entre les lignes, parce qu'on a énormément d'objets de consumer goods. C'est à soulever effectivement des objets qui sont proprement parlé ce qu'on trouve au CES aujourd'hui, c'est-à-dire des objets hardware qui convergent avec une intelligence algorithmique. Et c'est vrai que trouver des leviers d'efficience opérationnelle dans un salon qui est historiquement destiné quand même aux particuliers, pas forcément quelque chose de facile, mais ça fait quand même 10 ans aujourd'hui que ça travaille dans ce sens-là. Et c'est vrai que les projets que tu soulèves sont assez symptomatiques de tous ces nouveaux arrivants finalement, ces nouveaux usages, ces nouveaux objets qui servent de nouveaux usages au niveau du travail. Lionel, de ton côté, est-ce que tu as scrappé quelque chose qui nous permettrait d'étayer cette cause du travail avec la technologie ? Alors moi, je suis allé voir Indoor Robotics. C'est une société qui, à l'image de ce qui pourrait être des outils de désinfection localisés, qui va avoir des drones qui sont capables de se recharger. Alors, vous le voyez peut-être à l'écran, hein, c'est recharger au plafond pendant les périodes de travail, de vacances des salariés. Ils vont pouvoir, éventuellement désinfecter pour certains. D'autres, alors désinfecter, c'est chez Tando. Chez Indoor Robotics, eux, ils vont plutôt surveiller. Ils vont faire l'inventaire des stocks et ils vont tout ça le faire pendant que, soit parce qu'on est dans un lieu qui n'accepte pas les travailleurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, des baies de serveurs ou des data centers, mais ils vont aussi le faire dans des unités de stockage, dans des entrepôts, et tout ça de façon extrêmement fluide, dans le sens encore de la productivité. Et derrière ces petits drones, donc ils vont se recharger relativement facilement, comme celui de Tando qui se recharge au plafond, ils vont faciliter le management, ils vont optimiser l'OPEX et ils vont finalement intégrer ce que aujourd'hui le business a besoin, c'est-à-dire de gagner en productivité et de gagner en souplesse et puis probablement aussi en soutenabilité et en résilience. Là, d'un seul coup, on n'a même plus besoin de salariés. Celui qui pilotera le robot ou celui qui le managera sera à distance.
Je poursuis aller sur les drones, les robots qui vont désinfecter. Encore une fois, c'est vrai, il y en a eu beaucoup. Alors, on en a vu effectivement sur la zone Asie, chez Guangdong notamment, qui a développé Unipine, donc ce robot qui va se mouvoir directement dans les couloirs de l'entreprise quand elle est vide et quand les employés ne travaillent plus, pour désinfecter. On a vu la même chose chez Inseo, qui faisait partie du regroupement des Italiens, avec beaucoup de choses, notamment aussi les portiques dans lesquels on passe et qui vont nous pulvériser de solutions désinfectantes. Mais celui que je trouvais le plus intéressant au service de la formation, c'est SenseGlove, une société, une start-up néerlandaise et qui a travaillé sur des capteurs haptiques, des gants haptiques que l'on va pouvoir mettre, enfiler et durant une formation, en se formant, toucher véritablement les matériaux, les ressentir. Donc on imagine bien que dans des cas de maintenance, d'opérateurs sur des machines, des formations qui peuvent être plus ou moins poussées, on peut vraiment pousser le sensoriel jusqu'au bout et presque donc l'expérience de formation ultime grâce à ces gants. À quand la combinaison haptique à l'échelle, puisqu'on en a déjà vu sur le CES. Là, cette année, il n'y en a pas forcément, on a des torses, mais on n'a pas vraiment la grande combinaison. Et ces gants sont, a priori, dans les démonstrations, bluffants, parce qu'encore une fois, nous les essayerons en 2022. Une petite dernière, Lionel ? Ah mais moi, je reviendrai sur ce que j'avais vu. Alors là, c'est tout à fait pragmatique, puisque c'est vos petites étiquettes qui sont dans les supermarchés et qui doivent se mettre à jour pour modifier le prix au kilo, le prix au litre de l'objet qui est dans le linéaire. Et bien, ces petites étiquettes qui sont électroniques étaient alimentées par pile. Et bien maintenant, grâce à Ambient Photonique et ses cellules solaires à faible consommation d'énergie et surtout qui se rechargent par la photonique ambiante, eh bien, vous n'allez plus d'avoir besoin de piles au lithium dans ces petites étiquettes. Elles seront carrément autonomes, comme bien d'autres objets que l'on mettra dans la famille des IoT. Allez, Bruno, je pense qu'on a 1 minute pour un dernier, parce que on voit tellement de choses qu'on aimerait bien tout partager, mais Marc-Lionel ne laisse que 12 minutes. Un dernier objet qui t'a fait absolument triper sur le mode business. Mathieu, moi, ce que j'ai vu, c'est l'écran transparent et rétractable de LG, une solution fort intéressante dans le contexte du commerce qui permettrait, et on le voit à des clients, par exemple, de passer des commandes directement, de consulter des menus, de consulter de l'information concernant un commerçant. Et ça, je trouve que c'est une solution innovante pour le nouveau contexte, la nouvelle réalité dans laquelle se fait maintenant le commerce. Il y a une fenêtre, il y a une barrière, mais il y a aussi de l'information, il y a un contact. C'est très intelligent de la part de LG. Je pense que toi, tu l'adaptes au business, alors que LG l'a peut-être pensé pour le particulier, mais pour le business, c'est très fort, au travers de la vitrine, oui, aussi. Ouais. Alors, on ne vous a pas parlé de plein de choses, parce que le CES, bien entendu, est grand. On a téléchargé au bas mot aujourd'hui 800 communiqués de presse en PDF. Donc, je peux vous assurer qu'on a vraiment scrappé grosse partie. C'était une très, très grosse journée de travail. Alors, Klaxoon était là. Owl était là encore une fois, qui revient avec son outil, son petit hibou qui permet d'assurer des réunions 2.0. Alors on va avoir, il est connecté en 5G a priori, parce qu'ils ont été awardisés cette année. Klaxoon qui revient aussi cette année, comme je viens de le dire. Des caméras tracker, on a énormément de choses. C'était une journée très dense. Ce que l'on peut retenir quand même, c'est que c'est extrêmement difficile de se faire un avis, de se forger une conviction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vois que simplement le Covid est passé par là, parce que tout ce que l'on a dit était quand même très, très lié à la pandémie. Oui, c'est fascinant de voir comment il y a eu un impact, évidemment, sur la façon de travailler, mais comment les fabricants maintenant pensent vraiment à l'intégrer dans leur offre. Puis aussi, Mathieu, tu parlais de l'offre, des propositions. Il faut quand même se garder en tête que malgré nos habitudes, les années passées, le CES, c'était au moins 20 000 nouveaux produits. Cette année, il n'y en a quand même que 8 000. Il faut quand même les trouver. Il faut les trouver, il faut chercher, on a mal aux doigts, ça change des jambes et des pieds, mais c'est vrai que c'est quand même un peu particulier de tout suivre comme ça à distance. Tech for Business, qui est une rubrique extrêmement dense, extrêmement riche, difficile à caler en 12 minutes. Pour autant, vous avez eu là la synthèse de 3 personnes qui ont surfé toute la journée. Donc Bruno, que vous pouvez retrouver sur Mon Carnet, moncarnet.com si je ne me trompe pas. Et puis nous-mêmes sur Digitalmen ou Innovation and Prospective Talk, donc innovationtalk.tech. Et on vous souhaite une très bonne après-midi sur le French Village Digital. Et puis on se retrouve demain pour la rubrique la plus sympa finalement, puisque ça va être la pure CES et le Tech for Life. À demain. Bye bye. Bye bye.
Franchement, ils sont formidables. Hein. L'an prochain, allez, on prend rendez-vous les mecs. Ça ne sera pas à 2 voix. On cherche, on lance un appel. Je ne sais pas si Bonnie Maillet est encore connecté. Eh bien, on lance un appel dans l'Afrique francophone. On voudrait un regard de 3 continents. Mais en tout cas, ils font un job phénoménal. On n'a qu'un regret, c'est de ne pas pouvoir échanger, boire un verre. Mais par contre, demain, à la fin de la 3e chronique, on va les inviter en live et en direct. Comme ça, on fera la synthèse de cette édition du CES. Voilà. Allez, on est bon. On se retrouve tout de suite sur le plateau avec des invités. Alors, l'un d'entre eux, vous le connaissez bien. L'autre moins, et on espère qu'il va rentrer dans la grande famille du village francophone. Bonjour Jérémy Bensoussan. Bonjour. Alors moi je voudrais d'abord commencer par rendre hommage. Alors on se tutoie. Alors moi j'essaie de faire comme à la télé de vous voyez, mais au bout de 5 minutes ça foire, donc on va passer au tutoiement. D'abord je voudrais rendre hommage à ton père, hein, qui je crois aujourd'hui est pris, il est toujours sur une tribune, etc., en train de plaider. Alain Bensoussan, dans le monde du digital, il a écrit les 3/4 des lois qui aujourd'hui, que ce soit la protection, etc., enfin la protection des consommateurs. Moi, je l'ai connu, j'ose même pas dire il y a tellement longtemps, mais à l'époque où il parlait du marketing direct et des bases de données. Jérémy Bensoussan, la relève est assurée, c'est ça ? C'est vrai que je m'inscris effectivement dans les travaux qui sont les siens au sein du cabinet, et donc on travaille ensemble effectivement. C'est super. Et puis alors justement, je sais que toi, Jérémy, tu es auteur d'un ouvrage avec justement co-signé. Le passage de main est extrêmement symbolique. Jérémy, on va parler d'un sujet qui est important, c'est le droit des robots. Parce que ça, on voit bien. Alors nous, on a un process d'intelligence collective au village francophone et on se prépare à travailler avec la machine. Donc de l'intelligence homme-machine, ça va arriver. Et toi, d'une manière plus large, le droit des robots, tu es en train de nous décrypter. Alors, analyse de cet élément important, évidemment, alors pour l'industrie, mais aussi, semble-t-il, pour le juridique, le monde qui est le tien, puisque tu as une jambe de chaque bord. Effectivement, le droit des robots, ça va s'intéresser en fait à la question de la mixité entre l'homme et la machine. Et cette mixité-là, elle a une force d'attraction. Aujourd'hui, on est aussi l'illustration qui est phénoménale. Et on ne peut pas finalement y échapper d'une certaine manière. Et si on ne peut pas échapper à cette force d'attraction de la mixité homme-machine, il faut se poser quand même la question des modalités, des règles du jeu. Dans la mesure où cette mixité homme-machine, elle peut être coopérative. On peut évidemment imaginer que la personne bénéficie, s'inscrit, mobilise, participe à un processus machine ou bien à une action robotisée. Mais dans le même temps, il y a des situations où il peut y avoir une confrontation dans le cadre de cette mixité. À chaque fois que la personne va faire l'objet d'un processus machine ou va faire l'objet d'une action machine ou va être contrainte par celle-ci. Donc entre cette coopération et cette confrontation, il faut des règles du jeu. Et le droit de la robotique et le droit de l'IA, c'est aussi finalement la manière d'adresser cette question. Fondamentalement, plus le nombre de personnes concernées est important, et plus l'usage ou le secteur est sensible, plus la règle doit être légitime. Et cette demande finalement de légitimité, elle s'appuie sur l'instrument juridique qu'on va utiliser. Et c'est là que la loi, parce que effectivement elle relève d'un processus démocratique, prend une importance toute particulière. À travers la loi et dans la continuation de la loi, ce qui s'était passé très souvent en matière technologique, et l'IA et la robotique n'en fait pas l'exception, c'est un certain nombre finalement de réflexions éthiques qui orientent, qui créent les conditions d'un consensus, et le droit de l'IA et le droit de la robotique ont connu finalement ce séquencement. Là. C'est une bonne entrée en matière. Jérémy, alors, pour l'instant, on est à Paris, c'est pas bien compliqué en Figital. On va aussi aller sur différents temps forts mondiaux de l'innovation tout au long de l'année. Je lance un premier rappel, c'est qu'on compte sur toi pour, dans chacun des contextes, parle-nous de la bio, quand on sera sur bio, parle-nous de la bioéthique, parle-nous évidemment de toutes ces tendances quand on sera sur le transport et la logistique. On voit bien que les entrepôts sont de plus en plus robotisés, on voit bien que le transport, Fabien en parlera peut-être dans quelques instants, c'est également le cas. Demain on parlera de smart agri, de smart food, on voit bien que le bio n'est absolument pas incompatible avec la robotique, bien au contraire. Et tout ceci, on a besoin d'un analyste. Évidemment, on a des acteurs qui, dans les collectifs sociétaux et responsables, ont aussi une analyse sociétale, mais le juridique est au cœur du système.
si on t'embauche, tu nous suis dans ce grand village francophone. Absolument. Bienvenue dans la grande famille. Merci infiniment. Jérémy Merci. Bensoussan, qui sera désormais un petit peu notre chroniqueur, notre analyste sur toutes ces tendances et toutes ces ruptures au service de l'ensemble des collectifs. Je te remercie. Alors justement, une demi-question. Quand on est le concepteur de Body, est-ce qu'on écoute attentivement Jérémy Bensoussan en matière de droit des robots ? Oui, clairement, c'est vraiment très important, surtout que là, on arrive sur un marché qui est nouveau, la robotique sociale, qui va se développer de façon exponentielle dans les prochaines années. Et nous, étant pionniers parmi les leaders mondiaux, forcément, on veut se positionner avec Buddy, avec un robot qui a une charte éthique, qui est doté d'une raison d'être, et vraiment faire la différence par rapport à d'autres potentiels robots qui arriveront demain. Nous, on veut déjà s'armer sur toutes ces problématiques de droit et qui permettront en tout cas de l'adoption en masse de technologies robotiques, parce que on va aussi permettre de rassurer les gens et d'avoir un contrat un peu moral avec eux sur le fait que les robots sont plutôt une bonne chose et qu'il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Merci. En tout cas, je ne sais pas si on garde Buddy ou si à la fin, la session de pitch, c'est dans 30 minutes. Je ne sais pas si on garde Buddy ou si tu dois nous quitter. Je peux en vous tout cas, nous, on est ravis. S'il y a d'autres rencontres ou d'autres discussions à avoir avec Buddy, c'est quand tu le souhaites, tu es ici chez toi. Merci beaucoup en tout cas, de m'avoir invité et avec Buddy. Et en effet, le Covid, en tout cas, dans le malheur que tout le monde subit, nous, quelque part, finalement, ça nous permet de mettre en avant les capacités d'un robot comme ça dans ce contexte un peu compliqué pour justement rapprocher les gens et offrir des solutions qui permettent à tous de vivre dans ce contexte un peu compliqué qu'on vit aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci Eric. Merci au magazine Planète Robot qui, tout au long de ces numéros, tient compte de toutes ces évolutions, accompagne les territoires. Merci parce que j'ai rencontré Eric à Saint-Quentin et c'est justement grâce à l'implication des territoires, grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs que ce réseau se tisse et il ne tient qu'à nous de le développer encore plus vite, encore plus loin. Merci. Alors, on va maintenant, c'est un moment important. Hier, on a eu un premier focus, mais on s'est dit, on va un peu changer la formule. On l'a changé, vous avez vu qu'on est réactif. Hier, c'était bien, mais c'était un peu trop délayé. On a demandé à nos chroniqueurs de faire hyper impactant, 3 minutes, 3 tendances, 3 visuels pour convaincre. C'est dans quelques instants. On va commencer le tour de nos chroniqueurs. Chroniqueur aujourd'hui et chroniqueur un jour, coordinateur toujours, puisque vous savez qu'avant tout, nos chroniqueurs sont coordinateurs des collectifs sectoriels du village francophone. Et c'est évidemment tous les jours qu'ils analysent les tendances. Les super tendances, c'est maintenant. Alors, on va tout de suite se rendre à Marseille avec Romain Pommier. Romain, est-ce que tu nous entends ? Romain Pommier à Marseille. Génial. Alors, je vous entends et je vous vois. Bonjour Romain. On te voit, on t'entend fort et clair, etc. Je crois qu'on a failli être en direct de la coque. Donc effectivement, tu es retourné chez toi. Je salue Vincent. Là, c'est vraiment les coordinations du début. L'analyse. Alors, un point important, puisqu'on a ce matin une interview phénoménale de Maud Bailly. Maud Bailly, c'est la numéro 2 ou 3 du groupe Accor. C'est une intervenante charismatique. On va te laisser l'exclusivité de la publication avec Tourmag, puisque tu es journaliste au sein du magazine Tourmag et l'analyste vraiment privilégié de toutes les tendances technologiques. Un bel interview, on va en dire un mot parce qu'en fait, l'interview était trop en poids tellement grosse qu'elle est encore en train d'être réencodée. Donc, on la mettra en replay. Et donc, c'est dans le magazine Tourmag que cette interview sortira en premier, en même temps que la mise en ligne ce soir sur le site du Village francophone. Un mot d'abord sur cet échange, en 1 minute 30 sur l'analyse de Maud. Et puis, derrière, 3 minutes, 3 tendances, 3 visuels. Oui, alors du coup, pour revenir rapidement sur les tendances que Maud a mis en exergue et puis que je corrobore, qui rejoignent les miennes, pour Maud, le tourisme sera un tourisme, le tourisme du futur, on va dire, sera un peu plus local et de proximité. Vous voyez bien, à l'heure actuelle, on voyage moins, c'est un peu plus compliqué. Et il va falloir que les acteurs réapprennent à communiquer avec les gens qui sont autour d'eux. Donc, que ce soit les Français pour la France, les Canadiens pour les Canadiens, mais aussi les transfrontaliers, quoi. Et là, c'est tout, une offre à repenser et une organisation aussi à prévoir et une innovation, puisque c'est quelque chose que certains groupes ont perdu un peu d'esprit. Alors, c'est vrai que tu m'as demandé
de parler des tendances du secteur qui est le plus impacté par la crise. Donc, c'est pas évident quand même. Avec l'événementiel, on est dans le même bateau. Le tourisme Voilà, et l'événementiel, on est pas mal, c'est la en grande effet. famille. Alors oui, C'est la justement, grande famille. difficile, oui. En gros, je t'ai demandé de jouer les Madame Irma, quoi, en gros. Donc on t'en voudra pas, et dans 6 mois, on te représentera pas ta chronique en disant, allez, non, mais je pense qu'on a dans le collectif tourisme pas mal d'acteurs qui nous accompagnent dans plusieurs endroits tout au long de l'année. Tout le monde se pose des questions, donc vas-y, donne-nous un petit peu les premières tendances, les bonnes pratiques, et ça va permettre de commencer à construire le monde d'après. En fait, cette crise, elle va pas révolutionner fondamentalement le secteur. En fait, elle va juste accélérer les tendances que nous voyons depuis quelques mois ou quelques années. Le local, ce n'est pas une tendance qui est apparue du jour au lendemain. En fait, c'est une tendance de fond qu'on voyait et qui va s'imposer avec la crise et qui sera durable du fait de la durabilité du secteur. Donc voilà. Donc moi, j'ai identifié différents points importants et tendances. Il y aura cette question de la sécurité. Alors, vous imaginez sans doute la sécurité sanitaire, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi tout ce travail de réassurance qu'il va falloir faire auprès des clients. Et donc, imaginez des offres beaucoup plus flexibles. Et cette flexibilité va devoir durer dans le temps, puisque les clients vont s'y habituer et il va falloir que les acteurs gardent cela à l'esprit. Il va y avoir aussi toute la question des assurances voyage. Donc voilà, donc il y a plein de produits à imaginer à ce niveau-là, et aussi tout ce qui va être l'hospitalité. L'hospitalité doit être repensée intégralement, puisque malheureusement j'ai l'impression que les masques on va les garder pendant un certain temps. Alors là je suis chez moi donc j'ai pas de problème, mais voilà, il y a des choses qu'il va falloir repenser, et la technologie et l'innovation vont être très importantes à ce niveau-là. Il y a aussi le digital qui s'est durablement imposé dans nos vies, et là toute catégorie d'âge. Maintenant, moi mes grands-parents ou arrière-grands-parents pour certains savent ce qu'est une visio et savent en lancer une. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde doit passer au digital. Et ce n'est pas encore le cas partout dans le tourisme. Le tourisme va aussi, et est devenu aussi en 2020, virtuel. Amazon s'y est mis. Amazon regarde de loin, pour l'instant, le voyage et le tourisme. Il ne s'y est pas encore penché, et tant mieux pour certains acteurs. Mais ils ont lancé les visites en ligne. Ça coûte jusqu'à plusieurs centaines d'euros quand même. Donc, c'est pas 5 balles. Donc, c'est vraiment une économie qui est en train de naître. Surtout si on voyage un petit peu moins à l'avenir, peut-être que certains pays ne seront accessibles que virtuellement. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se constituer et qu'il va falloir observer à ce niveau-là. D'autant plus que la technique se peaufine, et on le voit d'ailleurs avec le village francophone. Elle a encore des progrès à faire, mais elle s'améliore. On invente des trucs, voilà. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et le dernier point, je pense, ça va être le télétravail qui va s'imposer durablement, peut-être pas pendant 100% de notre temps, on ne le passera peut-être pas à 100% de notre temps chez nous, mais voilà, c'est quelque chose qui va s'imposer. Il y en a qui n'arriveront plus à retourner au bureau, par exemple, par peur ou je ne sais quoi, ou par prise d'habitude. Le télétravail va pousser les acteurs du tourisme à repenser les espaces, la notion de temps libre aussi. Les hôtels, peut-être que, et Maud l'a bien dit aussi dans l'interview, peut-être que les hôtels, d'ici 1 an ou 2, ne loueront plus des chambres à la nuit. Peut-être qu'ils les loueront à la semaine, au mois, au trimestre. Et là, il y a plein de choses à revoir à ce niveau-là. Là, je peux vous le dire qu'il y en a plein qui ne sont pas encore prêts à cela. Il y aura peut-être des chambres qui vont fermer pour en créer des bureaux, créer des lieux de rencontre, des espaces de rencontre. Donc voilà, donc il y a énormément de choses à prévoir. Donc le tourisme est à l'arrêt, certes, mais il va le repartir. Juste pour info, et je voulais dire, je vais clôturer là-dessus, mais le tourisme en 2019, c'était 1,5 milliard d'arrivées annuelles. C'est plus que le nombre d'utilisateurs d'Instagram. Et là, c'est des utilisateurs payants. Ça représentait la 11e économie mondiale derrière le Canada. Voilà, si le tourisme était un pays, ce serait la 11e économie du monde avec 1700 milliards $ de recettes. Et il fait travailler plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde. Donc voilà, donc le tourisme va redevenir une locomotive de l'économie mondiale. Il faut lui laisser un peu de temps et puis il faut l'aider. Il faut l'aider à innover, et avec une innovation qui soit facilement accessible.
Ok, bah écoute, c'est très très clair. Un grand merci à toi, Romain, pour cet éclairage. Je rappelle évidemment que vous aurez dès ce soir simultanément sur Tourmag et sur le village francophone cette superbe interview de Maud Bailly. Maud Bailly, vous la connaissez, hein, elle est très souvent sur nos écrans de télé pour analyser comme vous le faites, comme tu le fais. Alors, j'y arrive pas de toute façon. Comme tu le fais très souvent, Romain, toutes ces tendances tourisme. Merci à toi, merci à Tourmag pour soutenir véritablement la dynamique. Tourmag, qui est le premier magazine des pros du tourisme et qui nous soutient pendant toutes ces éditions du village francophone. Voilà, ça c'était pour l'analyse tourisme. On va maintenant continuer notre tour d'horizon. Et si nous parlions, puisqu'on était dans le tourisme, de commerce. Le commerce, eh bien, ça va se faire à deux voies. Là encore, c'est une première. On est un pied à Montréal, un autre à Paris. Il neige à Montréal, il pleut à Paris. C'est une chanson des Cowboys Fringants, pour ceux qui connaissent. Eh bien, on va, j'espère en tout cas, voir si dans la vraie vie, elle se manifeste. Bonjour Thibault Le Carpentier. Bonjour Marc Lionel. Est-ce qu'on va avoir droit, comme souvent avec vous, à une analyse au vitriol? Et bonjour Farid Mer. Alors, est-ce que vous êtes avec nous du côté de... Non, mais de toute façon... Farid nous lâche. Là. Ah non, il ne faut pas que Farid nous lâche. Est-ce que vous êtes là, Farid Mer? C'est lui qui a la présentation. Farid au Québec. Marine, est-ce qu'on a Farid Mer? Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, s'il n'a pas la présentation, je vous demande de revenir dans quelques minutes. On l'a. Allez, c'est parti. Farid Mer, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ah, oui, on a récupéré Farid. Tu nous as fait peur, Farid. Ah bah ouais. Allez, c'est parti. Qui commence? C'est Farid qui commence. Farid, c'est à toi. Le commerce, qu'est-ce qui se passe dans le commerce? Écoute, je vais partager tout de suite mon écran et puis on va y aller avec ça. Donc, dans nos super tendances, écoute, clairement, la tendance principale, c'est celle du commerce local, c'est celle de l'achat local. Cette année, ça a été l'année du confinement et de l'arrivée du e-commerce en force. Et là, il y a plein d'initiatives qui arrivent de partout. Ici au Québec, on a le panier bleu, mais on a Amazon Québec, Acheter chez Oui Local, enfin plein de régions, plein de places de marché. J'en ai trouvé une en France qui s'appelle Angers Shopping dans la région d'Angers, mais il y en a plein. Il y a petitcommerce.fr, plein d'autres. J'en ai trouvé une drôle en Espagne ou au Portugal qui effectivement essayait de mettre de l'avant le commerce local. Et dans ce contexte-là, ce que ça fait, c'est que ça amène les commerçants à devoir repenser toute la chaîne de valeur, à revoir comment ils vont se présenter en ligne, comment ils vont permettre d'accepter des gens à faire du ramassage sans contact, à avoir du paiement sans contact aussi qui fonctionne bien. Et donc, là, j'ai illustré les 8 chantiers qu'on a sur lesquels on a fait des réflexions au panier bleu, juste pour illustrer les différents éléments qui préoccupent les commerçants. Cette année, on parle de la gestion de la vie privée, on parle du commerce électronique, évidemment, du paiement, de la logistique, du transport, de la livraison, de l'expérience consommateur, enfin, tous des éléments qui doivent être pris en compte et qui font que les commerçants, puis je vais finir là-dessus, puis je vais passer le témoin à Thibault, qui font que les commerçants se retrouvent à devoir finalement se dédoubler et être obligés d'opérer aussi bien leur commerce physique qu'un commerce numérique. Et là, ça crée un paquet de tensions. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les budgets. Il faut qu'ils continuent à payer le loyer en payant le transport, la livraison. Ça va avoir des impacts pour les prochaines années, j'en suis convaincu. Voilà, donc ça, c'était mes petits points. Et pour les tendances, Thibault, je te laisse aller vers la fin de la tendance numéro 1 et la tendance 2 et 3. Alors, allez, merci Farid. Alors, vous avez bien compris ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé... Farid, si tu peux remettre la présentation, ça serait sympa parce que ça serait plus pratique. Je suis encore en présentation, mais là on te voit toi. Alors parle. Alors je vais parler parce que je connais les slides par cœur. Donc effectivement, ce qu'on a essayé de faire avec Farid et ce qu'on va essayer de faire, puisque nous on se projette déjà sur le salon du retail qui aura lieu à New York au mois de juin,
c'est de faire un cahier de tendances qui soit international. Donc on a commencé à croiser les tendances. Donc vous avez bien compris, la tendance numéro 1 sur le retour au local, on la partage. Il y a une deuxième tendance sur laquelle on va commencer à travailler, c'est la montée. On a eu jusqu'à présent l'Internet de l'information, celui des objets. On parlait hier de celui de l'énergie. Nous, on pense demain matin qu'on va avoir celui des modèles économiques. On parlait d'harmonisation hier. Il y a un moment donné, au lieu d'empiler nos modèles économiques, il va falloir qu'on les partage. Et ça va être une vraie difficulté parce que partager l'argent, c'est pas facile. On a toujours l'impression de partager sa vie quand on partage l'argent, mais c'est une vraie notion. Je rappelle les travaux du prix Nobel d'économie francophone, en l'occurrence français, Tirole, sur le sujet, sur les marchés multifaces, et je crois que c'est un vrai sujet. Et puis le prospectiviste que je suis, qui fait de la prospective sur le commerce depuis quasiment 40 ans maintenant, est sensible à un point qui est qu'on est dans une période de réouverture des possibles. On l'a vu hier sur l'énergie, on pourrait le voir sur la mobilité. On ressort en mobilité les vélos, on ressort sous des nouvelles formes les patinettes, on ressort le premier modèle de voiture, elle était électrique. On invente la voiture du futur avec la voiture hydrogène et on ressort les voitures volantes. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail très frustrant mais très nécessaire de relire le passé. Pourquoi est-ce qu'on a pris des technologies, pourquoi on les a oubliées, avec un petit travail d'humilité. Si tu pouvais passer au slide suivant, s'il te plaît, Farid. Je pense qu'il y a un point important en tous les cas, et c'est celui sur lequel nous on se concentre aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on va passer de la Tech City à la Data City, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé d'applications, et on pense qu'on va parler de plus en plus de données. D'abord parce que les villes en ont besoin pour savoir comment leur commerce fonctionne, où est-ce qu'il faut installer du commerce, comment on va accompagner des porteurs de projets. Et nous, il y a 3 signaux faibles auxquels on est sensible. La montée du retail média sur lequel on va ouvrir un groupe de travail international d'ici une semaine, et notamment le rachat d'Epsilon par Publicis, qui est probablement l'avenir de la publicité et qui est inquiétant pour certains, enfin interrogatif pour d'autres. Tout ce qui est le financement par les villes des solutions numériques des commerçants, alors pas simplement pour faire plaisir aux commerçants, mais parce que c'est une manière très délicate de récupérer la donnée sur les clients et sur les consommateurs. La montée des données sur tout ce qui est mobilité. Donc un des thèmes, c'est le passage pour les villes du système d'information géographique à la GRC, mais j'emprunte le terme à mon ami Elie Lieberman, on va passer de la gestion de la relation client à la gestion de la relation citoyenne, ce qui peut être drôle. Et puis un souhait pour 2021, c'est que tout ce qu'on fait là au niveau national et international aujourd'hui avec Marc Lionel, c'est-à-dire de croiser des acteurs, de croiser des réflexions, eh ben, puisqu'on a parlé de local à l'entrée, on va parler de local à la sortie. Si on ne fait pas exactement la même chose au local, avec l'ensemble de vos représentants et de nos représentants locaux à tous au niveau local, je pense qu'on aura tout raté. Et le souhait, c'est qu'on travaille, qu'on arrive à faire la même chose en local. Je sais que Marc Lionel a le même vœu que moi, mais c'est une vraie urgence, c'est une vraie priorité. Merci à toutes et à tous. Merci Farid de Mer, merci à Montréal, merci Thibaut Le Carpentier. Alors ça a été évoqué par Thibaut, mais vous avez plein de rendez-vous dans l'année pour vous croiser. Je pense qu'on vous retrouvera à la SITL, sur le village francophone, à la Semaine internationale du transport logistique. Mais le gros événement du collectif Retail, eh bien, c'est la NRF de New York. Eli Cohen qui est avec nous est déjà en train de mobiliser les retailers new-yorkais. Le collectif transport logistique, le collectif effectivement de commerce, bien évidemment. Pourquoi pas inviter un nouveau pôle qui, en termes de finances, nous rejoint aujourd'hui. Et je pense également à tous nos acteurs qui travaillent sur les collectifs beauty, fashion, etc. et demain food, qui auront un intérêt dans cette démarche. Voilà, j'ajoute et je les salue également. Charles Huot, le patron du pôle de compétitivité Cap Digital, devait être avec nous. Il est cette semaine complètement loin, mais son équipe, et je crois que son directeur de la communication sera tout à l'heure dans les jurés, Tech for Communication et Marcom Tech. Je le salue s'il est déjà avec nous. Et je pense qu'effectivement, le PICOM, le pôle industrie du commerce, ainsi que le pôle Cap Digital, qui sont partenaires du village, seront également des acteurs, des contributeurs très importants dans ce dispositif. Voilà. Alors, supply chain maintenant,
Et si on parlait de supply chain, cher Fabien Asnou. Fabien Asnou, aujourd'hui, c'est le bal des prospectivistes, c'est le bal des analystes. Alors vous avez quand même monté quelques boîtes dans la supply, donc c'est le praticien prospectiviste qui parle. C'est l'entrepreneur de la supply chain, il y en a quand même quelques-uns. Ah, il y en a quelques-uns, puis vous en amenez des bouts en général à Vegas. Allez, on vous écoute religieusement. 3 minutes, bon, il y en a un ou deux qui nous ont explosé le timing. Donc, Ouais, non, mais nous, allez, vous allez faire 3 minutes. Timing is everything en logistique. Ouais. Et puis la supply chain, ça passionne pas forcément tout le monde, donc on va essayer d'être un petit peu dynamique. Parce que il faut. Pourtant, allez. J'ai entendu que le e-commerce explosait, ça tombe bien, c'est aussi grâce à nous que le e-commerce arrive chez vous. Donc en l'occurrence, nous on s'est renforcés pendant la crise. Donc merci le Covid, toutes nos entreprises ont performé, elles ont réussi à vous livrer comme jamais. La plupart d'ailleurs de nos clients ont fait des excellentes croissances en 2020. C'est d'ailleurs le cas de ma propre entreprise, donc on est désolé, mais pour le coup, nous on a un petit peu de chance. Vous n'avez pas honte de dire ça à quelqu'un qui vivait dans l'ancien monde de l'événementiel? Comme quoi, oui. Bon, nous en tout cas, on essaie de relancer ce nouveau concept. Aujourd'hui, la demande de Marc Lionel et pour toute cette communauté qu'on soutient aussi depuis un certain nombre d'années aux côtés de Marc Lionel et de ses équipes, je vous ai fait un petit projet prospectif sur qu'est-ce que c'est les tendances dans la supply chain et en vous le mettant dans un langage accessible par tous. Pour nous, le futur est smart. Donc, le futur est smart, pourquoi? Parce qu'on a parlé beaucoup de transport à une époque, de logistique quand on a pris un petit peu de hauteur. On a fini par parler de supply chain avec encore plus de hauteur. Et puis, le monde a changé. Alors, déjà, pourquoi ce monde a changé? Juste, je vous mets les grandes tendances. Il y a 4 tendances majeures. Problématiques démographiques, des problématiques réglementaires, des problématiques de mode de consommation, on vient d'en parler avec le Covid, et des problématiques liées aux technologies. Ces 4 facteurs-là sont à l'origine des changements de notre filière. Et cette filière, elle change plus vite que jamais. Il y a 10 ans, elle allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, parce que ces facteurs-là, démographie, pourquoi? Parce que de plus en plus de monde vit dans les grandes villes. Pourquoi réglementaire? Parce que pour des raisons principalement de développement durable, on modifie les cadres réglementaires locaux, nationaux, internationaux. Les habitudes de consommation, le e-commerce évidemment depuis 15 ans, mais depuis quelques années, beaucoup de retours vers une consommation de proximité ou vers une accélération de la consommation online. On l'a vu avec l'alimentaire pendant la crise Covid. Et le dernier facteur, la technologie. Pourquoi est-ce qu'on est tous les ans au CES? Parce qu'on est obligé de veiller tout ce qui se passe et que les technologies type intelligence artificielle ou blockchain viennent percuter ces métiers qui historiquement étaient très industriels, donc avec le rythme de transformation de l'industrie. Aujourd'hui, ces métiers sont invasés par ces technologies et donc sont obligés de muter. Donc ça, ce sont les facteurs. Nous, notre job en tant que Sprint Project, c'est de donner une vision. Nous, je dis en vulgarisant qu'on est en gros les anti-brouillards de la supply chain. En clair, c'est pas nous qui conduisons les camions, mais par contre, on va aider nos clients à choisir la bonne route. Et en l'occurrence, on est dans des métiers de pauvres. Alors, je ne vais pas pleurer, parce qu'évidemment, on a fait une bonne année 2020, mais on est dans des métiers de pauvres au sens où, dans ces métiers, les marges sont très faibles. Conclusion, on n'a pas les moyens R&D des GAFA. Loin s'en faut d'ailleurs. Donc, on est obligé de choisir nos combats. Choisir nos combats, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir innover partout. On va devoir choisir dans quoi on innove. Et pour ça, il faut timer les choses. Timer les choses. Vous avez sur cet écran, ce que je ne vais pas forcément vous le lire, les sujets qui doivent être traités maintenant dans cet écosystème, toutes les problématiques liées au last mile ou au first mile, toutes les problématiques liées donc derrière le first mile et le last mile, il y a les problématiques de micro-hubs urbains. On a pendant longtemps construit des très gros entrepôts loin des villes. On est en train de s'apercevoir que pour faire de la distribution rapide et écologique, il faut reconstruire des entrepôts dans les villes. Ça fait 30 ans qu'on les recule. La statistique française, c'est tous les 10 ans, ils reculent de 5 km. Donc forcément, en 40 ans, ça s'est forcément éloigné. Aujourd'hui, on revient sur ces schémas-là, sauf que ce n'est pas prévu dans les PLU. Donc pour le coup, il faut revoir la logique des bâtiments dans les villes. Toutes les problématiques d'optimisation des entrepôts. Pourquoi? Parce qu'avec les nouvelles technologies type IA, on peut aujourd'hui refondre encore les technologies, les améliorations de gestion des stocks dans les entrepôts. On a des tendances fortes actuellement sur la dissociation transport. Alors là, je vais parler un petit peu brutal, mais imaginez que quand vous avez un camion qui livre votre frigidaire chez vous, ça peut être des personnes différentes qui l'installent que ceux qui le livrent pour dire qu'on est plus efficace. Et voilà. Donc ça, ce sont les tendances en cours qui sont impactantes. Les tendances à moins de 3 ans, donc sur lesquelles nos interlocuteurs et notre écosystème va aller, bien évidemment l'IoT. L'IoT va être un enjeu majeur et je vais en reparler un petit peu derrière. L'industrialisation, la transformation sur les véhicules de gestion de dernier kilomètre. On entend beaucoup parler d'électrique. Alors moi, je ne suis pas du tout fan d'électrique parce que, comme beaucoup, je continue à dire que c'est une ineptie écologique en tant que telle parce qu'il faut prendre en compte l'évolution de la batterie, comment on la construit, comment on la détruit. Et donc ça, en l'occurrence, c'est une ineptie. Par contre, des sujets type GNV, hydrogène, on porte un très gros programme hydrogène chez Sprint Project parce que ça, ce sont des vraies technologies d'avenir sur la transition énergétique.
et des gros sujets autour du maritime. C'est un secteur industriel lourd, compliqué, qui pourtant doit vivre sa révolution tant technologique qu'au niveau du développement durable. Et enfin, un peu plus loin, on parlera de la problématique de robotique. Alors je suis content parce qu'au sein de My Global Village, on parle souvent de robotique et de tous les sujets qui tournent autour de ça. C'est complexe, mais c'est vrai que derrière ça, il y a beaucoup de sujets pour les entrepôts en ce qui nous concerne. Et puis derrière, les véhicules autonomes de livraison, c'est un sujet. L'horizon est peut-être plutôt 5 ans, mais on travaille nous déjà sur des premiers pilotes industriels sur ces sujets-là pour s'y préparer, pour y préparer nos clients. Donc ça, ce sont les grandes tendances qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Et puis derrière, je veux juste vous rappeler ça, c'est que ce qui paraît un petit peu logique pour tout le monde aujourd'hui, on n'arrête pas. Alors quand on fréquente les AU du CES, comme on le fait depuis plusieurs années avec Marc, on dit bah oui évidemment c'est logique la Smart City, etc. Mais attention, la logique de Smart, elle est absolument partout. Et nous, acteurs de la supply chain, on va être obligés de basculer. C'est pour ça qu'on appelle ça la Smart Supply maintenant, et on a baptisé notre activité Smart Supply au CES il y a 2 ans avec nos clients d'ailleurs sur le mur Google. J'ai encore la photo de ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne coupera pas à ça. Si les villes se connectent, si les bâtiments se connectent, si les véhicules se connectent, par définition, la supply deviendra connectée et par définition, on devra faire muter nos métiers. Voilà. Das war alle für heute. Je m'enterre demain parce que demain, on va commencer à travailler sur l'axe franco-allemand. C'est super, hein, c'était vraiment juste génial. Merci beaucoup, Sylvain. Vous n'allez pas dire vous revenez quand vous voulez, puisque vous êtes toujours chez vous. Fabien. J'ai dit quoi, Julien ? Sylvain. Tu vois, je suis au bout du rouleau. J'ai dit Sylvain. Ouais, mais je suis complètement. Je ne pense pas que ce soit le champagne. Marc. Hier, on était au jus de fruits au champagne, mais je ne pense pas que ce soit. D'ailleurs, on va se faire engueuler par le collectif Tech for Cities en disant il y a des privilégiés. Voilà. Merci. Donc, Fabien Asnou, le fondateur de Sprint Project, et Coralie d'ailleurs, Lou Boutin qui bosse avec lui, toujours dans l'ombre, mais qui prépare pas mal de choses et qui en termes de community management fait un travail formidable. Alors, on va maintenant accueillir un nouveau pôle d'excellence, de réflexion. C'est l'heure de bosser. Maximilien, il faut vite me rejoindre ici même sur le plateau. Je suis vraiment très heureux, Maximilien. Neyaradou, alors vous êtes directeur général d'un pôle de compétitivité, d'un pôle d'excellence. Alors là, pour le coup, on n'est pas si mauvais que ça, on se plaint toujours, mais sur le pôle finance, innovation, on devrait rajouter le tertiaire, j'imagine, l'assurance. Un petit mot sur ce pôle. Et puis, vous avez accepté de vous livrer au jeu du chroniqueur. C'est génial. Bienvenue chez vous. Présentation du pôle et vos tendances. Merci beaucoup. Alors en fait, Finance Innovation, on est un cluster, un pôle de compétitivité comme Cap Digital, comme Pincom dont tu as parlé il y a 2 minutes. Alors en gros, on est le pôle de la finance digitale et de la fintech. Et je vais vous présenter maintenant la tendance des fintech en 2020. Donc c'est 828 millions d'euros de levée de fonds donc sur l'année 2020. Donc peut-être qu'on va atteindre en 2021 le milliard, espérons. Donc c'est 20% en plus que l'année dernière. Et c'est surtout sur les thématiques. Donc là, c'est vraiment la fintech au sens large. Fintech, insurtech, regtech. D'accord. Si on prend la fintech juste, paiement, advisory, tout, c'est plus restreint, c'est 611 millions. Mais nous, à Finance Innovation, on est la fintech au sens large. Donc en fait, les grosses thématiques de levée de fonds, c'est insurtech, paiement, néobanque, tout ce qui est services de digitalisation des fonctions financières, achat, RH, paye, compte, trésorerie. Donc c'est vraiment au sens large. Merci. Alors au-delà des levées de fonds, c'est très bien, mais il y a aussi la rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires. D'accord, c'est très important. On sait qu'une fintech, pour qu'elle atteigne sa maturité, c'est entre 5 et 10 ans, voire plus. Amazon n'a pas été rentable pendant 20 ans. Donc il faut vraiment aller sur le long terme. Donc aujourd'hui, grâce au Covid, alors là, malheureusement le malheur des uns fait le bonheur des autres, clairement il y a eu une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité d'un certain nombre de secteurs de la fintech, en particulier tout ce qui est paiement sans contact, paiement en ligne, transfert d'argent, change international. Donc très important, ça s'est beaucoup développé. Tout ce qui est bien sûr en fonction de le e-commerce et tout ce qui est donc à distance, donc contrat à distance, signature à distance, identité numérique, KYC en ligne, authentification personnelle, identité numérique. Donc tous ces éléments se sont très développés et toutes ces briques d'innovation ont eu vraiment une grosse croissance durant cette période 2020. Tout ce qui est aussi fintech comme outil de financement des PME et finance au service de l'économie, d'une économie résiliente. Donc, pas vraiment les fintech en tant que financeurs de l'économie comme le crowd qui a plutôt ralenti à cause de la concurrence du PGE et de l'État, donc évidemment c'était nécessaire, mais plutôt de façon indirecte comme digitalisation des encaissements, des recouvrements, du paiement, d'un meilleur pilotage de la supply chain pour les entreprises, de la trésorerie, du préfinancement du BFR. Enfin, tous ces éléments de la facturage ont eu des énormes croissances
parfois multiplié par 8, multiplié par 10 du chiffre d'affaires. Et enfin, un petit mot pour terminer en relation avec ce qui a été présenté, je crois, ce matin ou hier par Smart Building Alliance. Ah oui. La partie donc immobilier, donc qui se développe très fortement, donc tout ce qui est PropTech et FinTech immobilière. On a fait un livre blanc donc donc décembre 2020 qui a été téléchargé par 800 personnes depuis mi-décembre, qui s'appelle Bâtiments, villes et territoires durables, nouveaux usages et nouveaux modèles économiques. Donc beaucoup de levées de fonds dans la PropTech et la FinTech immobilière. On a parlé tout à l'heure des visites virtuelles qui se développent énormément en cette année. Tout ce qui est aussi transactions immobilières, donc sur des gros montants de façon digitale. Tout ce qui est aussi explosion de l'assurance emprunteur, donc tout ce qui est digitalisation de l'assurance emprunteur, ça a explosé. Et donc on voit le champ de la finance digitale et de la fintech est très large. On lance notre appel à projet de labellisation donc pour faire remonter les projets innovants, stratégiques et crédibles. Alors, la semaine prochaine. à vos agendas, parce que là, c'est du donc lourd. La semaine prochaine, on lance l'appel à projet Finance Innovation 2021. Donc n'hésitez pas à candidater pour être labellisé et rejoindre l'écosystème de la finance digitale et de la fintech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, l'écosystème de la finance et de la fintech, on est ravis de la connecter avec les 20 autres. Donc, bienvenue pour être le 21e grand collectif francophone. Et je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Un grand merci. Bienvenue chez vous, Maximilien. Merci à Blueen, parce que je sais que votre équipe, je pourrais citer toute l'équipe, ils ont fait au moins un travail de préparation dans des délais courts, en période un peu Covid plus vacances. Et je peux vous dire, Maximilien, vous avez une sacrée équipe, quoi. Merci au pôle de compète finance, innovation. Allez, un petit regard maintenant à Nevers. Est-ce que Nevers est avec nous? Nevers, Kevin Boisse, c'est notre super analyste. Et il est en avance sur le prochain grand projet du village francophone, qui est le projet Better. On ne vous en dit pas plus. Ça sera pour après le CES. Il y a de gros éléments à ce niveau-là. Est-ce que nos amis de Nevers sont connectés? Kevin, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends bien. Est-ce que tu m'entends également? Ah, on t'entend bien. En plus, ce beau décor, ce plateau, etc. C'est parfait. Kevin Boisse, l'industrie, tu fais un travail énorme avec ton collectif qui s'est beaucoup structuré, beaucoup de territoires. Le collectif Smart Factory, l'industrie de demain. 3 minutes, 3 tendances, 3 supports si tu les as. C'est parti. Ouais. Si c'est possible d'envoyer les supports. Allez, pour l'instant, le support, c'est moi, c'est pas terrible. Alors ça y est, c'est énorme. Ouais, j'ai une régie qui fait un travail formidable, parce que je peux dire qu'avec le nombre de réseaux, et évidemment, pour l'instant, un jour, on sera très riche, on aura un plateau télé, mais pour l'instant, en période post-Covid, je les salue vraiment, Marine, que tout le monde connaît, Aurélien, David, Jean-Pascal, et puis maintenant même Denise, qui a été embauchée comme assistante réelle. Allez, c'est parti à toi, Kevin. Donc, travail de recherche sur la Smart Factory, Smart Industry, donc une prise de parti sur 3 grandes tendances, toujours difficile d'en sélectionner une, évidemment. Les grandes valeurs de l'industrie aujourd'hui, c'est qualité, coût, délai, que tout le monde connaît, sur lequel moi, je viendrais rajouter faisabilité, désirabilité, viabilité, pour aller sur des logiques industrielles d'amélioration continue. Si on peut basculer sur le 2e slide. Donc l'usine, voire l'industrie connectée, intelligente, je ne vois pas l'usine seule, je vois dans le futur l'industrie se connecter, donc usine avec usine, donc interopérabilité des outils, comme on a pu le voir avec l'IoT, les systèmes de pilotage, donc tout ce qu'on va appeler MES, améliorer justement notre capacité à détecter les perturbations. C'est quoi en anglais, l'acronyme de MES? On aura l'impression d'être vachement plus intelligent. Je l'ai pas. Je suis désolé. Bon, bah ça va, ça me rassure. Bon, allez, vas-y, à toi. Pardon, je te promets, je t'en fais plus comme ça. Alors, promis, je me tais. On en utilise tellement. Voilà. C'est le système de pilotage de l'usine. Donc ça va être manufacturing. Ouais, et système. Engineering system? Non, allez, on la fait là. Allez, on sait pas. Allez, on va te la googliser, c'est parti. Réalité virtuelle augmentée, c'est à toi. Réalité virtuelle et réalité augmentée, donc comme certains de mes collègues, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit apparaître notamment dans la formation des opérateurs, mais également dans la maintenance, qui va faire le lien avec la maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on est passé d'une maintenance curative, on allait réparer les machines à l'arrêt, vers une maintenance préventive où on va changer les éléments avant qu'ils ne soient en panne. Et la maintenance prédictive a 2 avantages: ne pas changer des pièces dont on n'a pas besoin, et inversement, changer des pièces avant
que la maintenance préventive ne soit prévue, mais qui sont défaillantes parce que défectueuses, et éviter ainsi des arrêts de ligne qui sont très, très, très chers. Et puis autour de ça, évidemment, comme un peu tous les réseaux, le big data et l'intelligence artificielle qui nous permet, via les calculs et via l'analyse des données, de faire fonctionner un système intelligent. Donc là, on parle effectivement de réseaux intelligents et de smart grid. Ok, et donc je salue la réactivité de Michael, Toby, les Nantais, ils sont toujours super réactifs, qui me donnent donc en direct, il l'a donné en direct, mais je l'ai perdu, je suis vraiment pas de rigourdi, Manufacturing Execution System. Voilà. Allez, c'est parti. Oui. Les nouveaux procédés de fabrication, aussi une grande tendance qu'on voit émerger, notamment avec la crise Covid. On a pu voir que tout le monde s'était mis la main à la pâte pour pouvoir faire des masques. Donc effectivement, l'émergence de plateformes de partage qu'on voit en termes de moyens et qu'on voit aussi en termes de financement, crowdfunding, démocratisation des outils de fabrication à la demande, donc beaucoup d'émergence de Fab Lab, l'impression 3D qui se développe, plastique, alliage, la gravure et la découpe laser qui a plusieurs intérêts, le prototypage rapide qui nous permet de présenter des prototypes sans forcément faire appel à des délais extrêmement longs, l'intervention sur les machines, notamment au niveau des outillages, et en fin de vie, lorsqu'on doit faire de la pièce de rechange ou de la toute petite série, un procédé de fabrication qui évite de mettre en place des moyens considérables pour pouvoir fabriquer. Donc plus de gâchis, c'est également assez important et c'est dans les dernières tendances. Une prise de parti pour moi, j'estime que plus tard ce sera la connectivité des compagnies en corridor ou en cluster, on a pu en entendre parler auparavant. Moi je vois bien une mise à disposition de machines et de compétences dans le futur où au lieu d'adhérer à une société, on sera plutôt compétent sur un domaine et on ira se partager, et inversement, des usines qui souhaiteront investir pourraient mettre à disposition d'autres sociétés ces machines pour les rendre compatibles ou pour pouvoir adapter au volume, aux fluctuations de demande, et apporter des réponses plus réactives, plus performantes et plus compétitives. Donc comme je l'ai noté, c'est chacun son métier, mais toujours en collaboration ou sur son territoire. Mais ça n'empêche pas d'aller tourner autour du Québec en étant français ou inversement, avec les bons collaborateurs, les bons partenaires, dès lors que les machines sont compatibles. Donc partage de données, partage d'éléments, une bonne compétitivité. Et enfin, la dernière... pardon ? Enfin, allez, c'est parti, on t'écoute. Ouais. La complexification et la limitation des ressources, donc enjeu environnemental, amélioration de la résilience dans tous ces aspects, des problèmes de tsunami, des problèmes de crise sanitaire. Il va falloir effectivement se poser la question de nos approvisionnements. Donc ça rejoint aussi les problématiques de logistique et d'achat de matière. Supporter la compatibilité entre les technologies anciennes et nouvelles. Ce n'est pas le tout de rajouter de la technologie, il faut aussi qu'on arrive à maintenir nos équipements et être en mesure d'intervenir et de les réparer. Recontextualisation des logiques de production et technologiques. Alors là, je m'exprime, c'est que je pense qu'une des tendances, ce sera de réhumaniser, notamment avec la cobotisation, l'arrivée d'exosquelettes, de réhumaniser certains processus pour les décomplexifier justement et leur permettre d'être plus malléables. Donc une technologie à bon escient. Et enfin, une conception responsable qui aurait la logique de la limitation des ressources. On le voit notamment sur certaines terres rares ou approvisionnements électroniques qui sont extrêmement compliqués, avec des contraintes environnementales et une identification de substitution et d'alternatives qui, pour moi, sera un métier du futur. Beaucoup de belles tendances. Je sais que tu es en train, avec ton collectif, de réfléchir vraiment à des nouveaux enjeux tels que la production locale, la réexploitation de toutes les ressources autour de l'économie circulaire. Ne t'arrête surtout pas. Merci sincèrement pour ce travail. Très prochainement, prochain grand rendez-vous du collectif. Donc il y aura, alors on aurait dû se retrouver à Tours sur les Human Tech Days fin janvier, mais évidemment l'événement a été reporté.
Et effectivement, on se retrouvera ensuite à la Hannover Messe. Donc ce sera aux alentours du mois de mars. Et je demande à Aurélien d'avoir la gentillesse de réaliser, à moins qu'il y ait un problème technique particulier. Ok, merci. Donc voilà, on retourne sur le plateau ici même. Je vous propose donc maintenant de passer à la thématique suivante. On va se rendre à Namur. On va se rendre en Belgique. Hier, le bourgmestre de Namur nous parlait de toutes les dynamiques, de tous les projets qu'il avait sur son territoire. Il a évidemment évoqué le KIC Festival. Marie, est-ce que tu es avec nous? Marie Duchastel, qui est programmatrice du KIC Festival. Tout va bien? Je suis là, tout va bien. Ah bah, tu es là et la technique est au rendez-vous, c'est formidable. Alors, on est vraiment, enfin moi en tout cas je l'avoue publiquement, un cordonnier très mal chaussé, parce que ça fait quand même longtemps qu'on dit un collectif Smart Event. Ça serait bien qu'on se mette autour de la table, qu'on y réfléchisse. Alors peut-être que ce qu'on fait depuis hier, on apprend, tout ça, on l'a travaillé, c'est peut-être un début de réponse sur ce que pourrait être un Smart Event, mais je dois avouer, c'est vraiment un constat on n'est pas assez bon, parce que le Smart Event, il existe pour de vrai, on l'a rencontré, et il est à Namur. Et ce que tu fais, c'est absolument époustouflant. Allez, tu vas nous raconter, donc c'est plutôt qu'une chronique en 3 grandes tendances, puisque tu intègres notre collectif. Raconte-nous un peu l'expérience du KIC Festival et pourquoi c'est un Smart Event. Alors, tout d'abord, en fait, pour expliquer le contexte du KIC Festival, donc c'est un événement annuel qui a lieu chaque année en novembre à Namur et qui explore les liens entre art, science et nouvelles technologies. C'est un festival international qui rassemble à peu près 30 000 personnes par année, sauf évidemment en 2020 où ça a été un peu plus compliqué de faire ça. Et l'idée, en fait, c'est d'explorer en fait la technologie et surtout des questions de société liées à la technologie, mais pas vraiment à la manière d'un CES de Las Vegas ou des événements que vous faites, plutôt en regardant comment les milieux créatifs s'emparent et détournent les nouvelles technologies et créent des nouvelles formes de culture. Donc, on va regarder comment des artistes vont s'emparer de l'intelligence artificielle pour explorer et expérimenter autour de ces concepts, comment des développeurs vont détourner certaines technologies qui sont utilisées plutôt dans des filiales business classiques pour en créer des systèmes interactifs, connectés, des expériences, et voilà, toutes sortes de choses. L'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon à 360 degrés de ces innovations technologiques, mais à travers le fil de la créativité. Et ce festival, en fait, est devenu une plateforme internationale parce qu'on a plus de 50 pays différents des participants qui viennent au festival. Et en fait, suite à l'événement, ça nous a permis de donner naissance maintenant à un hub créatif et au Fab Lab de Namur, donc qui est un lieu de 3000 m² qui accueille des entrepreneurs, des porteurs de projets qui ont besoin de travailler autour d'un Fab Lab et donc de créer avec les mains aussi, prototyper des choses. On a aussi une plateforme de production et diffusion artistique qui s'intéresse justement à produire des projets hybrides à la croisée de l'art et de la science. Et en troisième lieu, on a un lieu permanent d'exposition aussi qui interroge ces thématiques-là. Voilà. C'est vraiment, évidemment, le temps nous manque, on aurait envie d'aller beaucoup plus loin, mais moi je prends déjà date. La prochaine édition, elle est programmée, on va en rappeler les dates et on va travailler. On a effectivement des pôles images, des pôles créatifs dans toute la francophonie, dans les pays non francophones qui sont connectés. On va suivre ça de près parce qu'évidemment, la tech, on y va, on aime bien aller au CES, mais on aime bien aller sur d'autres rendez-vous. Peut-être pas assez effectivement de rendez-vous où l'art, les valeurs humaines sont placées au cœur du dispositif, toujours dans cette sphère technologique, et on a hâte d'avoir et d'organiser un village francophone au cœur du KIC Festival. Rappelle-nous les dates, Marie, pour conclure. Alors, ça aura lieu du 3 au 7 novembre à vos 2021. Et il y aura ce sera un festival de forme hybride avec des expérimentations. Donc, l'idée, c'est de ne pas répliquer en fait un festival sous forme de Zoom ou de présentation, comme on le fait là, en fait, mais d'explorer justement de nouvelles formes pour se retrouver, recréer de la connexion entre humains et personnes, malgré qu'on doive garder nos distances. En tout cas, si tel est le cas en novembre, voilà, on sera dans de l'expérimentation de forme assez hybride.
Un grand merci, Marie. Eh ben, tu reviens quand tu veux dans ce réseau du village francophone. Tu y es chez toi et on est ravis. Merci Michel Bricteux, merci à la WEX, merci à tous les clusters Wallon, Infopol, enfin l'ensemble. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, je vais me faire engueuler. Mais vraiment, il y a du côté de la Belgique francophone de très très belles énergies. On est ravis qu'elles continuent à perdurer, qu'elles se renforcent de mois en mois. Merci. On va terminer avec, si je dis la chouchou, les autres coordinateurs vont nous faire la gueule. En tout cas, la fin de travail de Titan, puisqu'hier, elle nous a organisé, on s'est dit on arrivera à peine à faire des tendances, etc. Elle dit non, moi je fais mon side event. Alors bonjour, bonjour Anne Cloteau. Bonjour Marc Lyonnais. Bon, hier, alors c'était incroyable quand même, hein, il y a eu, donc combien de pays sur le focus Smart RH ? 7 pays. 7 pays avaient parmi nous 5 continents. Un collectif qui n'existait pas il y a en gros 3 mois. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Hein. Bravo. Ouais, ouais. Merci surtout aux personnes qui sont mobilisées pour faire en sorte qu'il y ait des startups qui participent au concours de pitch de startup, qu'on ait des experts RH, des professionnels du monde des RH qui viennent partager leurs expériences au bénéfice de tous. Au bénéfice de tous. Alors justement, je rappelle que tous ces temps forts seront en replay. Hein. Exactement. On pourra les retrouver sur le portail du village francophone. Celui peut-être demain des pages dédiées au collectif RH. Ça, je vous annonce que dans quelques jours, chacun des collectifs RH aura son fil d'actu avec l'ensemble des travaux collaboratifs. Et bien évidemment, on va, pour conclure cet après-midi, on est presque dans les temps, parler des tendances RH, le FlexWork, les nouveaux modèles d'organisation d'entreprise. Ça chahute pas mal, ça tangue. Qu'est-ce qu'on fait, cher capitaine ? Il y a plein de tendances, mais avant même de parler des tendances, ce qui était important pour nous, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est que la fonction RH elle-même, elle est devenue tendance. On a assisté à une accélération de la transformation de la fonction sur les dernières années, et elle s'est encore amplifiée en 2020. On l'a vu pour la logistique tout à l'heure, on se dit que ça a été une belle année pour la logistique, mais pour les ressources humaines, ça a été aussi une année intense. L'ensemble du collectif s'est mobilisé au niveau logistique, organisation du travail, accompagnement des managers, des équipes, écoute, tout ce qui avait trait aussi au matériel de protection. Et donc, cette crise, elle a définitivement fait basculer notre monde dans une ère aussi des RH digitales avec les nouveaux outils, les Zoom, les Teams, les nouveaux outils collaboratifs à distance. Et finalement, ça nous amène aussi malheureusement dans un contexte économique actuel où nos enjeux RH, ils sont bien évidemment de protéger et de soutenir les entreprises, mais aussi de permettre qu'elles renforcent leurs pratiques managériales. Et c'est là que la tech, les startups et finalement la convergence que permet le collectif Smart RH au sein du village francophone est intéressante. La convergence entre les décideurs RH, les médias, les investisseurs et également les startups. Donc, d'où le fait qu'il y ait un écosystème que je vous ai mis en avant à l'écran qui se soit rassemblé hier lors d'une keynote avec des représentants de la société de conseil Talentco et du think tank du manager Nouvelle Génération qui rassemble les associations ou collectifs du Lab RH, de Welcome to the Jungle, du Village by Crédit Agricole et de Startup Inside et qui ont accepté de nous partager leur vision et des tendances RH pour 2021, basées bien évidemment en grande partie sur ce qui s'est passé en 2020. Alors, en première tendance, merci, on va passer sur l'autre slide. Donc, c'est véritablement ce qu'on appelle la symétrie des attentions, donc l'expérience collaborateur qui est au centre de tout. Donc, je pense que j'ai pris un visuel qui va parler à beaucoup de pays francophones. Je pense que la marque Danone est présente dans plein de pays et elle avait pour devise sur son produit Activia ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc, finalement, l'expérience collaborateur en interne, elle est la clé du succès d'une entreprise aussi à l'extérieur, puisqu'on sait que si on fait vivre de belles expériences à nos collaborateurs, ils seront engagés, motivés, performants au bénéfice de tout le monde. Donc, il faut à la fois, pour les équipes RH, comprendre les enjeux du marché, le business, mais surtout comprendre ses collaborateurs, ce qu'ils vivent, aller chercher le pouls de la manière dont ils se sentent pour pouvoir les accompagner, comprendre leur quotidien et le retranscrire dans une stratégie qui va permettre d'accompagner cette expérience, cet engagement, cette motivation, cette performance. Donc il y a une logique de confiance réciproque qui s'est basée. Il faut avoir confiance dans l'organisation, mais l'organisation aussi doit avoir confiance en ses équipes. Il y a cette logique de confiance qui fait partie des tendances
et beaucoup de transparence qui vient au travers d'une stratégie de feedback qui doit se mettre en place de plus en plus, et surtout de managers qui vont accompagner, écouter les émotions, essayer de parler vraiment humainement, avec beaucoup d'empathie avec leurs équipes. Et ça a peut-être beaucoup évolué par rapport à la manière dont on envisageait le management il y a 10 ans. Ah, on est loin du descendant, c'est une bonne nouvelle. Exactement. C'est de l'intelligence collective quelque part. Tout à fait, et c'est là que le H de RH prend tout son sens. Donc, on fait vivre cette intelligence collective, comme tu le dis, Marc Lyonnette, mais en ce moment, c'est quand même plutôt en mode hybride. Donc, c'est plus difficile d'aller chercher l'engagement, d'aller chercher ce sentiment d'appartenance à distance. Et ça va être une grande tendance pour les mois et certainement les années à venir. Comment aller chercher l'engagement, la motivation, l'énergie, si on est de plus en plus à distance du fait de ce management à distance, de ce télétravail, de ce flex work. Toutes les organisations ne l'appellent pas de la même manière. Donc il va falloir forcément revisiter les rituels managériaux, la posture managériale, travailler de plus en plus l'autonomisation, la confiance, on en parlait, et surtout une vraie tendance qui est le besoin d'hyper-personnalisation de la relation avec les collaborateurs. Comment est-ce qu'on va les recruter grâce aussi à la tech, à l'intelligence artificielle, mais en faisant en sorte qu'on s'adapte vraiment à qui ils sont et quels sont les besoins de l'organisation. Comment est-ce qu'on va aller développer leurs compétences de façon extrêmement personnalisée. Et tout ça, finalement, c'est rendu possible grâce aussi aux technologies. Donc merci, on peut passer sur le slide suivant. Et là, on va forcément dans la manière dont l'homme a évolué. Et on voit que finalement, on est en haut de la pyramide des âges parce qu'on sait prendre des risques, parce qu'on ose, parce que l'homme s'est mis debout et en se mettant debout a à la fois eu un peu plus de vision, mais s'est mis en risque parce qu'il était plus visible des autres. C'est pareil, la tech, elle va se mettre au service de l'humain. On va faire en sorte que chacun ose aller chercher l'innovation. Et on disait tout à l'heure que l'innovation, dans l'absolu, elle peut ne pas coûter très cher, elle peut être très abordable, même pour les PME. Et l'objectif, c'est d'aller utiliser la technologie, de la comprendre et de l'appliquer de telle sorte qu'elle puisse servir la relation managériale avec ses équipes. Et donc, il y a beaucoup de technologies qu'on peut utiliser en ressources humaines. Ça va de l'acquisition des talents à la gestion des compétences, de la compréhension des soft skills à la gestion du collaboratif, des dispositifs de cooptation, de la formation par immersion en réalité virtuelle, des outils de collaboration à l'usage numérique, de l'analyse comportementale et sémantique. Bientôt, on va effectivement, avec un petit rictus dans un entretien, pouvoir décoder certaines émotions, sentiments et regarder la congruence par rapport à ce qui est dit et ce qui est recherché par l'entreprise. La détection et la prédiction d'attractivité et de fidélisation. Bien évidemment, des outils de data qui vont travailler au service du plein emploi, l'intégration, l'acculturation, les bilans de compétences, les partages de connaissances. Et comme le disait tout à l'heure Thibaut, pour le commerce, il va falloir savoir aussi lire le passé. Et effectivement, il y avait déjà de la gamification, vous voyez, même pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a le code Enigma, on est allé chercher les meilleurs ingénieurs avec des articles qui devaient aller chercher des codes dans les journaux pour faire en sorte qu'ils soient décodés et que ceux qui y parviennent soient recrutés au sein des équipes d'ingénieurs au bénéfice de la France dans la guerre. On était déjà dans la gamification. Donc lire le passé pour servir l'avenir et donc finalement partager la connaissance de tous. Donc on a vu fleurir de nombreuses techniques, pratiques RH qui vont faire en sorte que la fonction va encore évoluer, sera de plus en plus stratégique aux côtés des autres fonctions au sein de l'organisation, sera systématiquement à la table des comités exécutifs. Mais pour ça, il faut, et c'est la dernière tendance que je vais partager, merci à la technique de la passer, c'est qu'il faut beaucoup de transparence, il faut beaucoup d'éthique. Et c'est Rabelais qui le disait, donc je retourne dans le passé, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il faut vraiment avoir conscience de la manière dont on va utiliser ces nouvelles technologies au service des ressources humaines et donc de l'humain. Il faut véritablement comprendre, apprendre, s'approprier, tester, voir en quoi ça sert véritablement l'humain et après le déployer à grande échelle. Et là, je parle vraiment non seulement des grands groupes, mais également de nos PME, de nos ETI. Et donc, protégeons-les et accompagnons-les dans leur transformation RH.
ne change surtout pas. Anne Cloto, Fantastique Anne, qui travaille aussi avec Fantastique Dorothée, qui a fait un super boulot aussi Elle est avec toute son incroyable. équipe. Voilà, puis nous on est contents parce que plus on a de filles, plus, enfin, je le répète, plus on est trop vieux, on est trop blanc, on est trop masculin au village francophone. On recrute. Et je pense qu'avec toi, on a fait un beau recrutement. Merci pour tout ton boulot, c'est génial. Hein. On est ravis d'être là. Sur le plateau, il y a des applaudissements. Non, mais je me joins effectivement. Tu as fait un travail énorme et ta journée hier, enfin, en plus du reste, c'est vraiment extraordinaire. Dans quelques minutes, on a tes lauréats qui pitchent. Donc, exactement. Donc, merci à vous surtout d'avoir mis les RH parmi l'ensemble des autres fonctions. Et on est aussi stratégique parce qu'on est maintenant au village francophone et qu'on a notre collectif, donc tous pour Smart RH et avec les autres Smart territoires et Smart Industrie. Merci Anne. C'est avec Anne que se termine ce focus des super tendances. On a évidemment pour les Tech for Business fait le tour. Demain on continue et ce sera une journée très dense puisque ce sera les Tech for Life, éducation, santé, alimentation, sport, loisirs. Enfin, il y a du lourd demain, mais ça c'est pour demain. On se retrouve dans quelques instants. Pour le moment, je ne vais pas dire que vous attendez tous puisque tout est important au village francophone, mais on sait que les pitchs, c'est pas du lourd, c'est de l'extrêmement lourd. C'est dans 10 minutes exactement. On se connectera et on va commencer par un petit voyage à Bordeaux pour retrouver Jérôme Stefanello, l'ensemble du collectif Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. C'est dans quelques minutes. À tout de suite.